Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce classement des 23 films du Marvel Cinematic Universe, le MCU. Et oui, enfin ce classement, ça fait longtemps que je vous en parle. Et il part évidemment de Iron Man en 2008 jusque Spider-Man Far From Home en 2019. Et une bonne partie de ces films sont disponibles sur la plateforme Disney+. Et on peut aussi y trouver quelques séries Marvel, sans compter celles qui devraient, on l'espère, arriver d'ici la fin de l'année. Et pour vous abonner à Disney+, tout simplement, eh bien, vous trouverez un lien en description de cette vidéo, ce qui permet de soutenir la chaîne au passage, vous l'aurez compris. Donc je vous remercie, vous d'abord, et également Disney pour cette opportunité. J'ai non seulement classé les 23 films, mais je les ai aussi réunis par groupe, par palier, par tier, tiers ou tier si vous préférez, selon la prononciation à la française, à l'américaine ou à l'anglaise que vous préférez. Alors bien sûr, ce classement ne résulte que de mon point de vue subjectif, de mes visionnages et revisionnages de ces fameux films du MCU. Et puis de toute façon, si tout le monde était d'accord, ce ne serait pas drôle. Alors vous êtes prêts? C'est parti. À la dernière position de ce classement et pour ouvrir le palier 6 qui regroupe les films du MCU que j'ai le moins apprécié, bien sûr, on retrouve Thor, le monde des ténèbres, sorti en 2013. C'est un film d'Alan Taylor. C'est à n'en pas douter, en tout cas de mon point de vue, l'un ou sinon le plus gros gâchis de tout le MCU, ce Thor numéro 2, puisque, on le sait très bien, ça va piocher du côté de la fantasy, et moi je suis à la fois fan de super-héros, mais presque avant tout de fantasy, donc j'étais la cible idéale pour ce film qui nous parle notamment d'elfes noirs, et pourtant je trouve que c'est le film le plus ennuyeux des 23, donc il y a quelque chose qui cloche. Et oui, pour ce numéro 2, on n'a même plus l'effet de découverte du premier Thor, mais on s'empêtre dans un manque d'énergie flagrant comme si le film était tombé tout entier dans un immense pot de glu grisâtre, et cette léthargie se retrouve partout, dans le scénario, les dialogues, le jeu des acteurs et la réalisation d'Alan Taylor, qui commettra ensuite un autre crime avec Terminator Genesis. C'est simple, même Tom Hiddleston en Loki ou encore Idris Elba en Heimdall ne peuvent pas sauver ce naufrage, et même Natalie Portman, qui est d'habitude excellente, semble aussi peu inspirée que dans le premier Thor, malheureusement. Au passage, on remarque que dans le rôle de Malekith, le méchant elfe noir, c'est Christopher Eccleston que les fans de The Leftovers reconnaîtront. À l'avant-dernière place de ce classement, on reste malheureusement entre la Terre et Asgard, malheureusement pour les fans de Thor, puisqu'il s'agit bien de Thor premier du nom, sorti en 2011, un film de Kenneth Branagh, et il faut dire que le personnage a été mal servi, notamment par ses deux premiers films. Ça s'est quand même assez nettement arrangé avec Thor Ragnarok, mais on partait de loin. Thor commence à lever le voile sur la partie cosmique de Marvel et nous permet de découvrir Asgard, où magie et technologie semblent se réunir. Le tout est placé sous les ordres d'Odin, qui bénéficie fortement de la présence d'Anthony Hopkins. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Marvel propose souvent de sacrés castings. Pour reprendre le classique parcours du héros, on commence par enlever au surpuissant Thor tous ses pouvoirs, afin de nous révéler l'homme qu'il est vraiment. Et même si Chris Hemsworth dans le rôle titre et Tom Hiddleston dans celui de Loki sont bien choisis, le film reste relativement poussif et n'offre pas de grande excitation, notamment dans sa dernière partie. Alors oui, on fait des petites blagues, on montre un acteur au physique hors norme, et au final il casse un gros robot magique sans intérêt et il embrasse Natalie Portman. Ah oui, on a aussi l'introduction de Clint Barton, alias Œil de Faucon. En numéro 21 et toujours en palier 6 de qualité, voici Iron Man numéro 2, sorti en 2010, un film de Jon Favreau, comme le premier, et malgré tous mes efforts, je ne parviens pas vraiment à trouver la repentance pour ce deuxième volet d'Iron Man. Heureusement, la simple présence de Robert Downey Jr. élève clairement le niveau, et l'autre véritable point fort, c'est l'introduction de deux nouveaux héros, avec War Machine et surtout Natasha Romanoff. Scarlett Johansson s'impose déjà et évoluera jusqu'à devenir un élément essentiel des Avengers en faisant le lien entre Tony, Steve, Bruce et Clint. Pour le reste, Ivan Vanko est un méchant loin d'être passionnant, et le final se résume à un combat d'armure avec énormément de munitions mais très peu d'enjeux. Étrangement, comme pour Thor le monde des ténèbres, on trouve un autre point commun avec l'excellente série The Leftovers, puisqu'il s'agit de Justin Theroux, qui a le rôle principal masculin dans The Leftovers, et qui là, pour Iron Man 2, était au scénario. En gros, on le préfère quand même acteur. En 20e position et film le mieux classé du palier 6, j'ai choisi Captain Marvel, sorti en 2019. Alors c'est vrai, sans doute j'en attendais beaucoup trop de ce film, mais il m'a déçu, et je pense qu'aussi bien le scénario que la réalisation ont vraiment gâché le gros potentiel pourtant d'un tel projet.
Côté scénario, la seule véritable surprise repose sur le rôle réservé aux Skrulls, à contre-pied de ceux des comics, et le film commet l'erreur de former une simple boucle dont les clés sont entre les mains du spectateur dès le début du film. Côté réalisation, c'est terriblement plat et conventionnel, avec des affrontements visuellement faibles. Les seuls moments impressionnants viennent avec quelques scènes spatiales et l'explosion ultime de la véritable puissance de Carol Danvers. Et on peut aussi regretter que le fameux humour Marvel vienne parfois prendre le pas dans des scènes qui, par exemple, auraient pu permettre de mettre en avant le talent d'actrice de Brie Larson ou encore de Annette Bening, puisque, comme quasiment toujours, le casting est plutôt bien choisi. On peut aussi reconnaître quand même que Ben Mendelsohn est étonnamment amusant dans le rôle de Talos, ce Skrull carrément cool, on peut le dire, et que Lashana Lynch, qu'on retrouvera dans le prochain James Bond, s'il sort un jour, était plutôt pas mal dans le petit espace qu'on lui avait laissé en tout cas, avec un meilleur scénario, une meilleure réalisation, plus d'ambition. Je pense que Captain Marvel numéro 2 pourrait vraiment être un très très bon film, on verra. Ant-Man et la Guêpe est à la 19e place, et attention puisqu'on entre ici dans le palier 5, celui des films Marvel qui peuvent être intéressants, agréables, mais qui soit s'oublient vite, c'est un peu le cas de celui-ci, soit qui souffrent quand même encore de quelques lourds défauts. Il faut dire que Ant-Man numéro 2 se contente de son univers, de ses enjeux relativement restreints, et de son ambition qui est essentiellement comique, ce qui est à son avantage, mais aussi parfois un peu à son détriment. On y retrouve Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, excusez du peu, ainsi qu'une ouverture vers un univers qui pourrait s'avérer essentiel pour la suite du MCU, et qu'il est déjà d'ailleurs dans Endgame, le Royaume Quantique. Et je dois avouer qu'en tant que comédie sans prétention, j'ai trouvé le film réussi. On a même droit à quelques séquences visuellement très convaincantes, en jouant évidemment avec les effets d'échelle de la modification de taille. Le personnage du fantôme est un adversaire plus intéressant que la moyenne, et la relation entre Ava et Bill se révèle touchante, de même que les retrouvailles avec Janet Van Dyne. Donc vous l'aurez compris, pour moi, un film sympathique, mais qui reste mineur, absolument pas mémorable. On le voit, on passe un bon moment, et on passe directement à la suite, sans vraiment se souvenir de grandes séquences. Je suppose que certains pourront sans doute s'étonner de trouver Doctor Strange en numéro 18, et c'est vrai qu'il y a de nombreux ingrédients qui pourraient faire de ce film une véritable potion magique, mais malheureusement, dans la façon de le faire, j'ai ressenti surtout un petit arrière-goût d'inachevé. Encore un bon choix de casting qui se confirme avec Benedict Cumberbatch, de même que Tilda Swinton pour l'ancien. Ce sont dans leurs interactions d'ailleurs qu'on trouve les meilleurs moments du film. Et Marvel continue encore dans la distribution 4 voire 5 étoiles avec Mads Mikkelsen. Malheureusement, le génie de cet acteur n'est absolument pas exploité dans le piètre rôle de Caecilius, insuffisamment développé et finalement anecdotique. Et pour moi, il faut dire qu'on a déjà là une très grave erreur. Heureusement, le film ose visuellement avec son psychédélisme pour retomber toutefois dans du sous-Inception dans les scènes de retournement des paysages urbains. Quant à Rachel McAdams ou Benedict Wong, ils sont relégués à des rôles de figuration, guère plus, et ce film aurait sans doute dû mieux se concentrer sur moins de personnages, donc on a un film plutôt réussi avec de bons moments, notamment la fin qui est assez sympa, mais disons qu'il rate la majesté à laquelle il aurait pu prétendre. En 17e position, l'incroyable Hulk est de mon point de vue l'un des films les plus injustement boudés de la filmographie du MCU. Et oui, vous le trouverez souvent parmi les 2 ou 3 derniers de la plupart des classements, alors qu'il a de véritables qualités, à commencer par 30 premières minutes totalement excellentes. C'est simple, si on devait le noter uniquement sur son début, il serait sans doute dans mon top 10, d'autant qu'il s'en sort bien visuellement pour un film de 2008 qui mise autant sur les images de synthèse. J'apprécie beaucoup l'honnêteté de l'approche du personnage par Louis Leterrier qui ne craint jamais d'embrasser la tragédie de Bruce Banner. Edward Norton, dans le rôle titre, est totalement impliqué dans cette vision premier degré qui fait au moins l'effort de prendre le personnage au sérieux. Et justement, l'acteur reprochera plus tard au producteur de ne pas avoir laissé pleinement s'exprimer le film tel qu'il a été tourné. Et avec un physique de crevette, Tim Roth est étonnamment crédible en Emil Blonsky, enfin étonnamment non quand on connaît son talent. William Hurt est un excellent choix en Général Ross, et bizarrement le bas blesse notamment dans la relation entre Norton et la trop rare Liv Tyler en Betty Ross. Il manque peut-être certaines scènes pour approfondir leur relation. Résultat, Liv Tyler semble cantonnée dans un rôle de nounou pleine de compassion. On peut aussi s'amuser de la présence au casting de Phil Dunphy de Modern Family, enfin l'acteur Ty Burrell. Il faut souligner à quel point l'incroyable Hulk semble isolé dans ses 23 films. Parmi ces 23 films, il dénote par sa quasi
aussi absence d'humour, ce fameux humour Marvel qu'on retrouvera quasiment partout. Alors dans certains cas, l'humour, ça marche très très bien, mais dans d'autres cas, c'est peut-être mieux de s'en passer. Film le mieux placé du palier 5 à la 16e place, Ant-Man, premier du nom, est porté par la sympathique normalité de Paul Rudd dans cette comédie qui m'a vraiment laissé un bon souvenir. Et donc, encore une fois, je me répète, désolé, mais très bon casting dans le rôle de Scott Lang avec Paul Rudd. Si le film avait pu bénéficier d'un adversaire marquant plutôt que du sempiternel double maléfique du héros, on aurait pu viser facilement le palier supérieur. L'émotion fonctionne bien, avec notamment une relation crédible entre Scott Lang et sa fille, ce qui était essentiel sachant la carrière d'héroïne qui attend Cassie. Le rôle de la fille sérieuse réservé à Evangeline Lilly n'est pas folichon, mais Michael Douglas est en revanche comme un poisson dans l'eau, en génie acariâtre. Même si ce Ant-Man reste avant tout une comédie mineure comme sa suite, difficile de ne pas passer un bon moment devant ce film qui vient nous prouver à nouveau qu'il est possible de faire un film de genre en le glissant dans le genre super-héroïque, en l'occurrence c'est un film de cambriolage. Avec Les Gardiens de la Galaxie volume 2 à la 15e place, on se lance dans le palier 4 qui rassemble les films qui peuvent avoir nettement marqué certains spectateurs, mais qui conservent de mon point de vue des défauts qui les empêchent d'être carrément bons. Que ce soit en termes de bande-son ou visuellement surtout, le film mérite certainement un palier supérieur, ne serait-ce que pour sa scène d'introduction qui inverse les valeurs, pour faire de la danse de Minnie Groot le centre de l'attention, tandis qu'un combat dantesque se déroule en arrière-plan. Peut-être une façon pour James Gunn de nous dire « personnage et musique d'abord, action ensuite ». Il faut souligner aussi que l'exploration des origines est totalement au cœur des thématiques de cette famille recomposée que sont dans le fond les Gardiens de la Galaxie. On en profite donc pour faire des découvertes assez fascinantes sur Peter Quill, notamment donc son père, et aussi pour introduire l'étrangement sympathique Mantis. Toutefois, après un volume 1 que j'ai personnellement trouvé magistral, mes attentes pour ce volume 2 ont été forcément un petit peu déçues. Et oui, trop de surplace dans la seconde partie du film, un détour bizarre chez les Ravageurs avec un massacre en musique et un final qui se perd dans la surenchère numérique désincarnée avec la bataille contre Ego pour se terminer sur le sacrifice cousu de fil blanc de Yondu, une scène un peu survendue et de mon point de vue sans véritable émotion. Heureusement, entre-temps, les interactions entre les gardiens fonctionnent toujours aussi bien. Alors oui, sans doute un numéro 14 sur 23 pour Thor Ragnarok fera certainement entrer en rage quelques fans parmi vous, mais respirez un grand coup, ce n'est pas grave, c'est juste l'expression de mon point de vue, au moins un petit peu argumenté, j'espère. Il faut dire que je ne sais toujours pas quoi faire de cet étrange machin qui est Thor Ragnarok. D'un côté, c'est la fin d'Asgard, un monde majestueux qui remonte à des dizaines de millénaires ou plus, et de l'autre, c'est une grosse farce qui se complaît dans l'autodérision la plus absolue. Pour Bruce Banner et Hulk, c'est le début d'une totale humiliation, et à côté de ça, on a une Cate Blanchett qui parvient à nous vendre l'une des meilleures méchantes du MCU en Hela. Ragnarok, c'est un grand bazar dans lequel on trouve le pire comme le meilleur. Si Thor s'extirpe enfin du drame raté pour devenir une comédie plutôt réussie, il en perd au passage toute gravité pour les événements tragiques qu'il dépeint. Et même si Thor Ragnarok est sans conteste le meilleur des 3 films consacrés à Thor, ce n'est pas très difficile, je trouve que c'est quand même dans Infinity War que le personnage sera traité comme il le mérite. J'en viens maintenant à Avengers l'ère d'Ultron, ou Avengers 2 si vous préférez, en 13e position, un film de 2015 de Joss Whedon comme le premier film Avengers, un film très généreux qui avait le potentiel pour être l'un des tout meilleurs du MCU. Il y a vraiment beaucoup de scènes d'action dans cette Avengers 2 et certaines sont vraiment excellentes, notamment l'affrontement entre Hulk et Tony Stark en armure Hulkbuster ou Veronica dans le film que Bruce Banner lui-même avait aidé Tony à concevoir. Le film introduit également les Maximoff et surtout Wanda ainsi que Vision, un futur couple qui marquera fortement Avengers 3. Clairement, avec le recul, on voit à quel point l'ère d'Ultron a posé de nombreuses bases pour une bonne partie de la suite du MCU, et notamment Ragnarok avec le départ de Hulk, Civil War avec la destruction de la capitale de Sokovie, et des tensions entre Cap et Tony, et enfin Infinity War avec encore une nouvelle pierre d'infinité et l'arrivée annoncée de Thanos. Ce qui empêche Avengers 2 d'être excellent, c'est une accumulation d'affrontements contre des robots sans intérêt, tous ces clones d'un Ultron qui manque un peu de profondeur et d'impact, et dont le plan d'extinction de l'humanité avec un gros caillou propulsé par du vibranium semble toujours aussi pété.
Une 12e place pour Iron Man 3, qui vient marquer presque la moitié de ce classement de 23 films, et qui est aussi le dernier film du 4e palier. Souvent, Iron Man 3 cristallise les opinions entre ceux qui sont carrément pour ou violemment contre. Dans l'ensemble, c'est un film que j'apprécie et que j'ai failli faire passer au palier 3, mais reste une légère déception sur la supercherie du mandarin et l'opposition réelle que rencontre Tony, et ce malgré tout le talent de Guy Pearce ou encore de Ben Kingsley. Au passage, le tatouage du dragon d'Aldrich Killian semble correspondre à Fin Fang Foom, sachant que le véritable dragon de ce nom pourrait bien faire son apparition dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, en plus de nous dévoiler le véritable mandarin. Il faut bien dire aussi que pour ceux qui adorent Tony Stark, et ils sont nombreux, ça reste un incontournable pour aller explorer la psyché du milliardaire, une psyché, on peut dire, torturée, et il faut qu'il choisisse entre ses obsessions de sécurité, de protection du monde et Pepper. On peut toutefois regretter la réduction drastique du rôle de Rebecca Hall, la scientifique Maya Hansen, qui devait initialement être présente jusqu'à la fin du film et se révéler comme étant l'antagoniste principal. Avec ce numéro 11 pour Spider-Man Homecoming, on aborde le 3e palier, celui des bons films du MCU, à qui je n'ai pas grand chose à reprocher. Et il faut dire qu'à l'époque de la sortie de ce Homecoming en 2017, j'ai vraiment été surpris, après l'avoir vu, de voir à quel point le film divisait. Il me semble que l'explication, on peut la trouver dans le fait que certains fans ne se sont jamais remis de ce 3e casting pour le même personnage, Peter Parker, en l'espace de quelques années. Et c'est vrai, personnellement, j'étais allé découvrir ce Homecoming avec un peu de crainte, de scepticisme, même si l'introduction de Peter dans Civil War m'avait semblé très réussie. Et mes appréhensions se sont quasiment toutes envolées face à cette version adolescente, sincère et très drôle du personnage, avec un Tom Holland que je trouve tout simplement parfait pour ce jeune Peter lycéen. Le film parvient à associer retour aux sources des comics et inscription dans les codes de l'adolescence actuelle. Homecoming est aussi tendre que moqueur, une combinaison assez rare. Et l'histoire bénéficie aussi beaucoup de Michael Keaton qui fait un excellent vautour, et la révélation de son lien de parenté avec Lizzie reste un grand moment. Les interventions de Tony Stark ne m'ont absolument pas gêné, au contraire, le lien de mentor à élève envers Peter est à la fois touchant et particulièrement important pour la suite du MCU. On aborde maintenant le top 10 avec un Spider-Man Far From Home qui reste, à mes yeux, un très bon divertissement. Même si l'humour des personnages secondaires, notamment des professeurs qui accompagnent le voyage scolaire, est totalement raté, le reste du film est nettement plus maîtrisé que dans Homecoming, notamment dans les grandes scènes d'action. Mysterio n'a pas autant d'intensité que le vautour, c'est vrai, en revanche les scènes d'illusion sont tout simplement énormes et justifient à elles seules de voir ce qu'a réussi Jon Watts avec cette suite. L'émotion distillée par les conséquences du sacrifice de Tony Stark fonctionne parfaitement, de même que la romance entre Peter et MJ avec Zendaya qui a droit à un personnage féminin qui ne se réduit pas au sempiternel love interest en détresse. En résumé, si l'humour lourdingue de quelques scènes vraiment ratées avait pu être évité, on aurait sans doute pu accéder au palier 2 avec ce Spider-Man Far From Home. Et puis il faut dire aussi qu'on tient l'une des toutes meilleures scènes post-crédit du MCU avec le retour de J.K. Simmons en Jonah Jameson et un Peter Parker en fâcheuse posture. En 9e position, Avengers Endgame est le mieux classé des films du 3e palier. Alors il cumule des scènes très fortes mais aussi des erreurs de tonalité comme de rythme, mais au moins dans tout ça, il parvient à rendre justice à la plupart de ses personnages. Il y avait une chance sur 14 605 que ce film se déroule de cette manière. Endgame commence et termine très fort, mais le film gère mal sa longue partie centrale consacrée au voyage temporel qui s'endort assez largement en route. Steve Rogers et Tony Stark bénéficient de conclusions sur mesure extrêmement touchantes, mais Thor et Hulk sont réduits à l'état de blagues ambulantes. Du côté de Thanos, puisqu'on perd l'évolution psychologique causée par le sacrifice de Gamora, on se retrouve avec une version antérieure du personnage simplifiée qui permet de formidables combats, mais sans jamais retrouver le niveau d'Infinity War en termes de présence, d'intensité, de menace. Et si j'accorde néanmoins cette 9e position à Avengers Endgame, c'est pour souligner l'excellent travail de long terme qui a été mené sur la scénarisation donc au long cours du MCU, commencé en 2008, et puis aussi pour certaines scènes formidables comme Steve Rogers qui manie Mjolnir, le retour de tous les héros face à l'armée de Thanos, on était tous ébahis à ce moment-là évidemment, et puis quand même Wanda qui prend Thanos en 1v1, c'était quand même jouissif, ça c'était chouette. À la 8e place, et pour ouvrir le palier 2 de ce classement qui couvre les très belles réussites du MCU, voici Captain America Civil War sorti en 2016.
Et pourtant je sais bien que le film a été très dénigré et que ses détracteurs soulignent une scène d'aéroport terne et sans saveur, là où personnellement je vois au contraire un fantasme de fan de comics qui prend forme. Ceci dit, ce n'est pas cet affrontement en particulier qui me fait aimer le film, mais plutôt ses nombreux autres ingrédients extrêmement réussis, à commencer par l'introduction de Spider-Man, de Black Panther. Surtout, les enjeux éthiques et psychologiques du film bénéficient de fondations solides avec les caractères opposés de Tony et Steve, développés depuis des années. La sensibilité de Tony et son obsession de la sécurité se heurtent au sens de justice et à la fois en l'individu de Steve. Les deux ont à la fois tort et raison, même si on ne peut que prendre parti pour Cap dans le combat final, alors que Tony cherche à se venger d'un homme qui n'est pas responsable des crimes commis à son corps défendant. Pour moi, l'affrontement final est extrêmement fort et prenant puisqu'il oppose deux personnages qu'on adore, Tony et Steve, et la présence de Bucky vient encore enrichir et dynamiser l'action entre agression, protection et tout simplement duel fratricide. Contrairement à ce que certains affirment, les reproches des gouvernements et les accords de Stokowski ne sortent pas de nulle part. Si de tels héros existaient dans le monde réel, il ne fait absolument aucun doute que les États chercheraient à contrôler et encadrer leurs actions. Alors c'est vrai par contre, ce qu'on peut éventuellement reprocher au film, c'est de ne pas être allé jusqu'au bout avec la mort d'un des trois protagonistes de la scène finale du combat avec Bucky, Tony et Steve, ou au moins d'avoir tué l'un des autres Avengers. J'ai attribué le numéro 7 à Captain America The First Avenger, puisque c'est l'un des films du MCU qui ne cesse de se bonifier au fil des revisionnages. Je l'avais trouvé plutôt bon la première fois, mais maintenant c'est toujours avec une certaine émotion que je repense au parcours de Steve Rogers, et notamment à la scène de la grenade qui s'impose comme l'illustration ultime de l'héroïsme. La distribution est excellente comme souvent, mais c'est surtout Chris Evans qui surprend en bien dans le rôle principal. Il rend à merveille ce mélange entre profonde bienveillance et soif d'équité qui caractérise le personnage qu'on résume souvent comme un boy scout. Et pourtant on a vu plus obéissant comme boy scout, mais on aura l'occasion d'y revenir. Certes, c'est la Seconde Guerre mondiale vue par le prisme aseptisé des comics, mais l'ambiance de l'époque reste bien présente et apporte un charme certain à l'ensemble. On peut éventuellement regretter le manque de profondeur de Crâne Rouge, mais c'est vraiment pour chipoter. Le film démarre fort, se conclut brillamment et se permet au passage de bien parodier tout l'aspect de propagande lié au concept même d'un Capitaine Amérique. J'ai mis Black Panther en 6e position et toujours en palier 2. C'est un film qui divise relativement pour de bonnes et surtout de mauvaises raisons, mais j'en viens au reproche principal que je peux lui faire et qui l'empêche d'accéder au palier 1, et il s'agit de ses scènes d'action et surtout de son duel final. En effet, si j'ai apprécié les combats d'Okoye et trouvé corrects les affrontements rituels dans l'eau face aux représentants des différentes tribus, je n'ai été que moyennement convaincu par la longue poursuite en Corée et carrément déçu par le duel entre T'Challa et Eric Killmonger avec ses images de synthèse sans corps, sans âme et sans intérêt. Pour tout le reste, Black Panther est une nette réussite avec des seconds rôles excellents, une ambiance visuelle et sonore totalement adaptée au sujet et un véritable intérêt dans l'opposition politique entre T'Challa et Killmonger. Je vous invite à regarder mon analyse sur les messages politiques et sociaux du film pour aller un peu plus loin. Avec potentiellement l'introduction d'un ou plusieurs personnages tels que Storm, Doctor Doom ou encore Namor, on peut dire que Black Panther numéro 2 pourrait frapper un très grand coup. 5e place pour le film le mieux classé du palier 2, Avengers premier du nom, et même s'il ne s'agit pas pour moi du film Marvel ultime, sinon il serait premier, c'est simple, il faut quand même lui reconnaître un excellent équilibre d'ensemble. Équilibre entre les personnages, entre leur développement et l'action, et entre sérieux et humour, tous les personnages y sont traités correctement, même si Thor fait légèrement les frais des difficultés avouées par Joss Whedon à approcher ce héros. Hulk est abordé avec un mélange d'humour et de respect, et sa puissance est bien mise en avant. Du côté de Loki, même si le personnage est effectivement intéressant et bien interprété, on sent que ça commence quand même à faiblir en termes de puissance d'antagoniste sérieux face à un tel groupe. Si les Chitauri peuvent se faire anéantir par une seule ogive nucléaire, on se demande bien comment ils espéraient conquérir la Terre, les petits chenapans, avec leurs petits traîneaux volants, leurs armures qui ne résistent pas aux balles et leurs armes qui ne tirent même pas en rafale. Outre cette faiblesse et le costume quasiment carnavalesque de Captain America dans ce premier Avengers, on passe vraiment un bon moment. Attention, là on ne rigole absolument plus puisqu'on entre dans le premier palier, celui des films excellents, avec en numéro 4 Iron Man premier du nom en 2008 par Jon Favreau. Et oui, le film qui a lancé le MCU est un petit miracle, personne ne misait sur lui, le personnage était bien loin d'être connu du grand public et Robert Downey Jr. semblait être un choix risqué pour le moins.
Je ne doute pas que ce soit en partie la nostalgie qui embellit ce film, mais il faut reconnaître que cet univers Marvel qui surgissait de nulle part était une véritable bouffée d'air frais dans le monde répétitif des films d'action ou des films de super-héros, recyclant sans cesse les mêmes personnages. Alors certes, le méchant est déjà une espèce d'anti-Tony et d'anti-Iron Man, mais Jeff Bridges suffit amplement à faire passer la pilule. Le scénario de ce premier Iron Man suit scrupuleusement les étapes du voyage du héros tel que défini par Campbell, mais c'est surtout Robert Downey Jr. qui impressionne, qui marque. Il semble né pour jouer Tony Stark, et franchement, ça fait beaucoup. Sur la troisième marche du podium, les fabuleux Gardiens de la Galaxie volume 1, avec un méchant un peu plus travaillé, un peu plus profond. On aurait pu gagner peut-être une place encore, mais on sait bien que ce qui intéresse James Gunn, le réalisateur, eh bien c'est cette famille recomposée de losers magnifiques que sont les Gardiens. À mes yeux, ce film réunit trois qualités majeures: du cœur, du style, de l'humour. Côté cœur, la scène d'introduction avec la mort de Meredith Quill est déchirante tout en étant concise et en illustrant immédiatement l'immense importance des chansons dans l'œuvre. Côté style, que dire sinon que le MCU n'a jamais été aussi coloré, les mondes nouveaux et étranges, des profondeurs de l'espace sont un régal pour les yeux et les personnages eux-mêmes sont magnifiquement rendus, notamment Rocket et Groot. En termes d'humour, on tient sans doute le plus irrévérencieux de tous les Marvel, et surtout ça fonctionne très bien, on n'est jamais gêné par une blague ratée. Il ne fait aucun doute que le ping-pong incessant de vannes entre les membres du groupe va vite devenir leur façon de s'exprimer leur affection mutuelle. Ce premier volume bouge beaucoup, multiplie les situations et décors, nous emmène de découverte en morceaux de bravoure, ou moments plus intimes, il est presque parfait. Lee Pace était un excellent choix Ronan, et comme je le disais, il manquait juste un peu de développement de son côté sans doute. James Gunn s'est même amusé à ajouter des messages cachés dans les coordonnées des différentes planètes du film, secrets qui n'ont toujours pas été décryptés à 100%. La médaille d'argent de ce classement revient de mon point de vue à Avengers Infinity War, et selon l'humeur, le point de vue, il aurait pu atteindre ce film la première place du podium, même si un élément que je trouve assez objectif vient quand même lui causer du tort. Et oui, le meilleur des films Avengers est celui qui se concentre sur leur adversaire ultime, Thanos, qui les met face à la défaite et la mort. En effet, c'est le tragique d'Infinity War qui fait le cœur de sa réussite et les nombreuses et incroyables confrontations qu'il met en scène en s'appuyant sur des années de construction de ses personnages et de leurs relations. L'élément le moins réussi à mon goût provient du traitement de Hulk. Ce n'est pas tant sa défaite express face à Thanos qui me gêne que tout le reste qui résume Bruce Banner à un ressort comique, comme si Thor Ragnarok l'y avait condamné. Au passage, la relation avec Natasha s'est envolée sans plus explication. Heureusement, le reste est très marquant, notamment la scène de Wanda forcée de tuer Vision tout en retenant Thanos, et jusqu'à la victoire de ce dernier, malgré le pouvoir de Thor soudainement boosté au-delà de toute limite raisonnable face aux pierres d'infinité réunies. La décision de terminer sur une terrible défaite joue pour beaucoup dans la réussite de ce film, ainsi que pour l'attente incroyable qui entourait bien sûr la suite Avengers Endgame. Je pense que ceux parmi vous qui me connaissent bien n'avaient que très peu de doutes sur cette première place que j'ai réservée à Captain America The Winter Soldier, le soldat de l'hiver, qui de mon point de vue représente la quintessence du film du MCU, alors qu'il ne reprend pas tous les fameux ingrédients de la fameuse formule Marvel. Alors dans ce film, je ne sais pas exactement ce qu'on doit aux frères Russo d'un côté et à Spiro Radzatos de l'autre, sachant que ce Spiro Radzatos, eh bien, il était réalisateur de la seconde équipe qui est en charge généralement des cascades des combats. Plusieurs des séquences du film sont les meilleures du MCU dans leur genre, l'opération sur le navire, la course-poursuite visant Nick Fury dans son véhicule, la scène de l'ascenseur, Captain en moto face à un avion d'assaut, ou encore la guerre de rue entre Cap, Natasha et le soldat de l'hiver. Et oui, le fameux humour Marvel a une place plutôt réduite dans ce film, le plus sérieux de la saga sans doute, qui pioche dans les genres espionnage et thriller politique. Si tout fonctionne aussi bien, c'est grâce aux divers duos qui s'entrecroisent, Steve et Bucky, Steve et Natasha, Fury et Natasha, Sam et Steve, etc. Ce film fait la démonstration de la place unique de Steve Rogers dans l'univers Marvel, en démontrant qu'il n'a rien d'un bon toutou bien dressé à la botte de l'armée ou du gouvernement. Pour lui qui n'a rien à perdre, seul comptent ses convictions et certaines valeurs essentielles à la démocratie idéale telle qu'il se la représente. Et puis bon, on a quand même Frank Grillo et Drazik de Heartbreaker à vif en personnages secondaires. Oui, on a aussi un mec qui s'appelle Robert Redford, au cas où vous connaîtriez ce débutant. Et j'ai failli oublier Georges Saint-Pierre en Batroc. Georges Saint-Pierre, un des plus grands combattants, si ce n'est le plus grand combattant de MMA de tous les temps.
C'est simple, à chaque fois que je revois ce film, je suis à fond, je ne peux pas m'en empêcher, c'est viscéral, et je vous invite à le revoir si vous étiez éventuellement resté froid au premier visionnage de ce Soldat de l'hiver. Quoi qu'il en soit, on a là les meilleurs combats du MCU, même si je sais, on peut lui reprocher une caméra à l'épaule qui bouge un peu trop, des plans filmés de manière un peu trop serrée, mais on a une histoire qui a un cœur et un cerveau, et ça, franchement, c'est trop rare pour passer à côté. J'espère que ce classement et mes arguments vous auront plu, même si je me doute que vous n'êtes pas entièrement, voire pas du tout d'accord, que vous pourrez en discuter en commentaire, sans vous insulter entre vous, ni m'insulter, même si bon, j'ai le cuir un petit peu tanné maintenant avec l'habitude, mais bon, la plupart d'entre vous, vous êtes super cool dans les commentaires, donc pourquoi faire attention aux quelques trolls, il y en a partout. Et puis, bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et si vous voulez que je vous menace, eh bien, qu'est-ce que ça pourrait être? La prochaine fois, je vous ferai un classement, mais qui durera 3h30, parce que oui, celui-ci était assez long à écrire, à tourner, mais j'espère qu'il va vous faire plaisir. Alors à très vite, salut!